En avant. Bonjour. D'abord, merci de m'avoir permis d'écouter les jeunes qui font de la recherche et qui vont nous aider. Par rapport à la personne qui avait des difficultés à savoir où était le shadow banking, c'est très simple. Vous prenez le dark pool et vous tournez à droite. Voyez, donc c'est simple. Donc effectivement, juste par rapport à ce que vous disiez, madame, c'est extrêmement important que de plus en plus de jeunes travaillent sur ce sujet-là et nous aident, étant entendu que c'est compliqué, que c'est difficile, et qu'il faut évidemment essayer de comprendre, évidemment essayer d'expliquer, et évidemment essayer aussi de convaincre. Convaincre les autorités internationales, par exemple, sur Bâle, sur l'ICANN, etc., etc. Donc nous sommes dans une situation extrêmement intéressante, dans laquelle le système que nous vivons et qui est en difficulté ou qui est en crise, comme vous voulez, se demande où il va aller. Et le problème, c'est qu'il faudrait bien qu'il aille quelque part, ça ira quelque part, mais si ça pouvait être plus stabilisant, ce serait évidemment mieux. Étant entendu que la crise, on voit bien à quel point ça a des effets déstabilisants, à la fois économiquement, financièrement, socialement, et que nous devons effectivement faire attention. Pourquoi nous avons à faire attention? J'ai une série de slides et je pense qu'avec des technologies, parce que la crise est ici, quoi. Et le fait de ne pas vraiment encore l'avoir comprise, de vraiment l'avoir intégrée, nous pose des problèmes intellectuels et des problèmes en quelque sorte de leadership. Leadership, c'est-à-dire comment essayer de dire nous allons nous sortir d'affaires. Au tout début, les choses se passent toujours bien. Il n'y a rien de mieux que le crédit au tout début. C'est vraiment extraordinaire. Puis ensuite, quand vous faites de plus en plus de crédit, ça va encore mieux, puisque vous faites du crédit à des gens qui normalement n'auraient pas eu accès au crédit, ou à des conditions plus tendues, et comme vous êtes en concurrence, vous faites des conditions plus favorables à des gens qui sont plus fragiles. Donc le crédit, plus ça va, moins ça va. Et à un moment donné, vous vous rendez compte que vraiment vous en avez fait trop, et vous en rendez compte précisément au moment où c'est trop tard. Sudden stop, nous sommes donc fin juillet, début août 2007, sur le thème « Que filmes-nous » Et auparavant, ça a été la grande modération, le grand calme, la grande tranquillité. Donc faisons très attention à ça. Le crédit est absolument indispensable, est absolument essentiel à suivre sous ses formes directes par le système bancaire ou sous ses formes de plus en plus indirectes par la titrisation qui va se développer et se développera. Donc nous sommes, depuis 5 ans, dans une situation de surendettement avéré, privé. Quand cette situation apparaît, on cherche qu'est-ce que c'est que le subprime, etc., etc. Et puis ensuite, on découvre que c'est effectivement la titrisation, que c'est la sophistication, que c'est fondamentalement de l'anonymat, de la complexité, et que c'est fondamentalement l'idée que des gens, sans doute très sophistiqués, ont acheté des produits sans risque avec des rendements qui étaient doubles de produits supposés sans risque. Donc il devait y avoir sans doute un loupé. Et à partir de ce moment-là, il y a eu une crise bancaire et financière, une crise de liquidité, une crise privée, et dans tous les pays, le système s'est arrêté, le système bancaire et financier privé s'est arrêté, on a eu des phases de récession, et la crise s'est translatée au secteur public. Et nous avons aujourd'hui, dans tous les pays de l'économie développée, une crise de la dette publique. Cette crise de la dette publique n'érode pas, ne supprime pas toute la crise de la dette privée, mais d'une certaine manière, on a le plus souvent du privé plus du public, et on a des ratios privé plus public par rapport au PIB qui sont, comme on dit poliment, insoutenables.
Qu'est-ce que ça veut dire insoutenable? Ça veut dire que ce n'est pas soutenable par les vieux, mais que les jeunes sont priés de nous aider à soutenir. Je suppose qu'ils n'étaient pas au courant, mais maintenant, ils le sont. Donc on a une crise bancaire, une crise de confiance, une crise de connaissance privée, puis une crise publique qui se met en place et qui mute. C'est-à-dire qu'elle est une crise américaine, ça vous l'avez vu, et puis ensuite elle essaie de voir comment, pays par pays, région par région, les gens essaient de s'en sortir d'affaires. La sortie de crise n'est pas une sortie coopérative. En tout cas, pas jusqu'à maintenant. Elle est même une sortie concurrentielle. C'est-à-dire que le premier qui s'en sort d'autant mieux qu'il est le premier à s'en sortir au détriment de ceux qui suivent. Et le premier qui est en train de s'en sortir d'une certaine manière, c'est les États-Unis, avec une politique de baisse des taux d'intérêt, autant que vous l'avez vu. Et comme les taux d'intérêt arrivent à un moment donné, mais ça vous le connaissez par cœur, à zéro, et comme on ne peut pas faire des taux d'intérêt négatifs, on fait de ce qu'on appelle du non conventionnel, c'est-à-dire que la Banque centrale américaine achète des bons du Trésor et des bons de refinancement de l'immobilier. Ce qui fait que, qu'à un cas, le système privé américain est en train de sortir d'affaires. Le système public, non. La dette privée est en train d'être gérée, privée d'entreprises, c'est fait, privé des ménages, c'est en train de s'améliorer, privé public, non. Et c'est à ce moment-là que l'on a le cliff. Le cliff qui nous est annoncé pour janvier, et on va voir tous comment on passe au-dessus du cliff. Est-ce qu'on va le raboter? Est-ce qu'on va raboter le cliff? Est-ce qu'on va plonger? Comment va-t-on faire? Et bien entendu, on voit à quel point la façon de le gérer de manière coopérative est mise en œuvre, compte tenu du fait que M. Obama est élu et que, évidemment, Wall Street n'a aucun intérêt à une crise majeure, les entrepreneurs non plus, et donc on va essayer de voir comment on peut raboter le cliff. Si vous êtes dans un système où j'ai une dette privée qui devient une dette publique, une dette privée américaine qui devient une dette publique globale, qui essaie ensuite, pour sortir d'affaires, d'être d'abord américaine, privée, puis publique, comme on voit, c'est en train de se mettre, vous voyez que la crise mute et la crise arrive ensuite ici, en zone euro. La crise arrive en zone euro par son point le plus faible. Les crises attaquent toujours les points les plus faibles, la Grèce. Puis ensuite, elle grimpe par l'échelle des dettes, l'Irlande, le Portugal, l'Italie, l'Espagne, la France. Et on voit à quel point c'est compliqué, c'est difficile, et à quel point les ajustements que nous devons trouver dans le système que nous vivons sont compliqués, tout simplement parce que les taux d'intérêt ne peuvent pas baisser à zéro à l'américaine, et que le financement de la Fed nous est interdit. Donc on a des pays endettés, très endettés, et on n'a pas la solution monétaire traditionnelle. Donc à ce moment-là, on dit, bien écoutez, mesdames et messieurs, nous allons faire de l'austérité. Bravo. Et donc on va baisser les salaires, etc., etc., ce qui fait que nous sommes partis en Europe dans des ajustements qui sont extrêmement violents, de baisse des salaires, 10-20%, qui permettent à certains pays de remonter peu à peu, mais bien entendu avec des coûts sociaux que vous imaginez et des coûts industriels. C'est-à-dire que si vous continuez comme ça, si nous continuons comme ça, nous aurons affaibli durablement les potentiels productifs de ces pays. Pour la Grèce, c'est fait. Et donc, le processus est en train de se mesurer, de se maîtriser sur le thème est-ce que l'austérité suffit, comment fonctionner? Et vous savez que du point de vue de la théorie économique, moi je trouve que je suis professeur de faculté, mais les professeurs de faculté ont tous les outils, quoi. Simplement ils ont la théorie ricardienne, Keynes, etc., etc. Le petit problème qu'il y a, c'est que chaque fois, il faut qu'ils adaptent à des situations qui sont différentes. Et dans le cas qui nous occupe,
j'ai effectivement un peu de tout, dans une situation inouïe, et avec des moments de fixation. Et le moment de fixation que nous avons, par exemple hier soir il y a eu un moment de fixation sur la Grèce, on verra lundi prochain comment ça se déboucle, mais au fond, il est moins important aujourd'hui que celui que nous vivons sur l'Espagne, ou que celui que nous avons vécu sur l'Espagne en juillet dernier. Parce qu'en juillet dernier, la capacité, si vous voulez, de gérer la crise par le système européen, si l'Espagne sautait, le système ne pouvait pas tenir. Le système n'était pas organisé, les taux d'intérêt étaient bas, mais il n'y avait pas de système ni de financement monétaire, ni de financement interétatique. Et donc il fallait arrêter le processus, et ça a été la phrase « whatever it takes ». Et whatever it takes, du point de vue de la théorie économique, c'est une façon de gérer des anticipations. Si dans la salle, il y avait eu un malotru qui osait demander à M. Draghi ce qu'il entendait par whatever it takes, il aurait dit « I don't know ». Mais personne n'a posé cette question et whatever it takes a suffi. Qu'est-ce que ça veut dire whatever it takes? Ça veut dire give me a break. D'accord. Non abbiate paura, n'ayez pas peur, mais faites attention et faisons attention. Et ce qui s'est passé à partir de ce moment-là, c'est qu'il y a eu une sorte de clivage et une façon de gérer les anticipations sur le thème « Nous, Banque centrale, nous ferons ce qu'il faut, whatever it takes, provided the fact, vous, État, vous fassiez ce qu'il faut ». Et donc on a eu une façon d'évoluer qui est différente du système de la Banque centrale américaine, où la Banque centrale américaine fait tout le boulot, d'une certaine manière, jusqu'au cliff. Okay. Là, on est dans un système dans lequel la Banque centrale européenne a dit « Voilà ce que je vais faire, l'OMT, mais je vous demande, vous, État, de faire votre boulot et de prendre vos responsabilités. » Mais dans un système tel que l'Espagne, par exemple, dit « J'ai besoin d'aide », elle amène son travail à la Troïka, par exemple, une équivalent Troïka, qui examine, et à ce moment-là, elle dit oui. Si la Troïka dit oui, j'ai mon funding long terme qui est fait, donc j'ai mon 10 ans qui est à peu près fait, et ensuite, elle me ramène mon papier, elle me ramène le dossier, à moi, à la Banque centrale européenne, sachant qu'elle a été mouillée politiquement dans l'acceptation du 10 ans, et donc, moi, je peux examiner l'histoire en termes de OMT. Et donc, je peux faire le court terme. Et cette façon d'arrêter le temps a été une façon extrêmement importante et qui, pour le moment, marche. Et vous voyez que ça s'est fait et que depuis ce moment, vous voyez donc toute la façon dont il a géré les anticipations et donc, d'une certaine manière, dont la crise a été stabilisée. Depuis, l'Espagne a fait des efforts d'organisation, etc., et fondamentalement a baissé ses salaires, et est en train de retrouver de la compétitivité the hard way. Hein. Et ça, c'est donc une deuxième façon de voir comment nous avons, en quelque sorte, fabriqué, géré un problème d'excès de dette privée et publique dans une structure où je n'ai pas la possibilité de monétiser la dette, où je n'ai pas, en Europe, la possibilité technique de le faire, en plus c'est illégal, et où je dois trouver une façon de s'organiser. Simplement, ça ne vous a pas échappé, le fait que l'organisation, le dosage n'est pas facile, et que si vous êtes trop violent sur l'austérité, comme on dit, sur les coupes de salaire ou les coupes de déficit budgétaire, vous pouvez mettre le pays dans une situation vraiment compliquée. Autrement dit, on est dans un nouveau territoire, la théorie économique, qui est comment je fais pour combiner la politique monétaire et la politique budgétaire dans une crise de surendettement
et dans un système économique fractionné. Maintenant, je vais en France, s'il y a des Français dans la salle, on m'a demandé d'être, voilà, et de faire quelques slides. Et donc, je vous ai dit The Hollande Way et The Schröder Way, puisque en finance, tout le monde parle anglais, et donc, j'ai fait des efforts de traduction. Qu'est-ce qui se passe en France? En France, le processus nous atteint. Nous sommes en récession, quasi-récession, et l'année prochaine, sauf M. Moscovici, le reste des Français fera moins de 0,8%. Bon, on est donc dans une situation compliquée, poreuse, difficile, entourée d'interrogations et d'inquiétudes. Imaginez que vous demandiez aux 3, aux 4 ou 5 gagnants du concours de gérer le pays, et puis ensuite vous demandez à M. Hollande de faire le pays, de faire ça. A priori, vous n'aurez pas le même résultat. A priori. Pourquoi? Parce que les économistes qui ont eu le prix sont des économistes et que M. Hollande est un politique. Et que ce sont des éléments en général orthogonaux. Si je fais que de l'économie, je dis choc gallois. Je suis en septembre. Vous avez des anticipations autour de 2, 1,5, et vous dites je fais un choc de compétitivité parce que j'ai un problème de compétitivité. La France est en train de découvrir qu'elle est en déficit budgétaire depuis une trentaine d'années, en déficit extérieur depuis 5, et que le fait d'avoir des coûts salariaux qui dépassent ceux des voisins a des effets avec la compétitivité. Je sais bien qu'il y a des gens qui disent qu'il y a la compétitivité coût et la compétitivité hors coût. Tout ceci est enseigné dans le secondaire. Mais quand vous êtes en milieu de gamme, si vous m'expliquez comment vous faites de la marge pour innover alors que vous êtes déjà plus cher que les autres, c'est très difficile. Mais donc, nos candidats, là, me disent, monsieur, madame la présidente, monsieur, on fait le choc gallois. C'est compliqué, c'est difficile, mais on va leur dire, c'est un ajustement nécessaire sur les anticipations, sur les coûts salariaux, et bien entendu, comme ce sont des étudiants, nous allons faire du débat social, etc., et nous allons dialoguer, discuter, pour éviter justement des trucs extrêmement violents qui se passent en Espagne ou en Italie. Donc on fait un choc gallois, 4-5%. Hein. On compense par un peu de TVA sociale, en changeant le nom, un peu de CSG, un peu de TVA climatique, machin chose climatique. On demandera au ministre du redressement de nous trouver un mot, mais on trouvera la chose. Il me faut des sous. 40 milliards. Les Français sont à ce moment-là taxés, mais ils comprennent que la taxation se fait en liaison avec le fait que, d'une certaine manière, la compétitivité est redressée pour une part et que votre scénario se remet. Donc, vous êtes dans un risque de courbe en J, hein, que j'ai mis en place, mais qui vous permettra ensuite de repartir plus haut. Et après, je fais des économies budgétaires et je dis, mesdames et messieurs les enseignants de l'enseignement, messieurs les RATP, SNCF, etc., pouvons-nous faire ensemble des économies publiques? Allez, il faut savoir. Dans les entreprises privées, on économise 10%. Peut-être que des entreprises publiques, on peut économiser 1%. Donc ça, ce sont les candidats qui ont présenté ça et qui, bien entendu, n'ont pas été retenus. Place à la politique. En politique, vous faites autre chose, comme toujours. Hein. Et donc, vous commencez par des impôts pour réduire les inégalités, etc., etc. Je dis par rapport aux enseignants, par rapport aux étudiants, qu'est-ce que c'est que quelqu'un de riche? Je vous le dis tout de suite, c'est quelqu'un qui gagne plus que moi. Donc voilà, le concept est établi. Et donc, il fallait, à l'époque, fabriquer des augmentations d'impôts pour des raisons d'héritage politique, etc., etc. Mais quand vous faites des augmentations d'impôts,
avant même d'avoir fait l'augmentation d'impôts, vous avez dit « je vais faire une augmentation d'impôts ». Et donc le jeu sur les anticipations est extrêmement fort. Et donc vous avez pétrifié vos entrepreneurs, vos ménages, vos lobbies, vous avez monopolisé la population colombophile, c'est ce que je veux dire, en disant qu'est-ce qu'on peut faire pour empêcher cette hausse-là. Donc vous n'avez rien fait et tout s'est arrêté. Mon Dieu. M. Mélenchon dit il n'y en a pas assez. Et tous les économistes disent vous en avez déjà fait trop. Bon. Ensuite arrive le pacte de compétitivité. Qu'est-ce que c'est que le pacte de compétitivité? C'est une façon euphémisée de traiter le choc de compétitivité. Euphémisé, c'est du grec. Hein. En grec, ça veut dire bien. Phémis, ça veut dire parler. Bien parler, ça veut dire mentir. C'est du grec. Et donc, vous faites un pacte de compétitivité qui veut dire, au lieu de 40 milliards qui pourraient vous traumatiser, si je vous le fais à 20. Au lieu de le faire en 2 ans, si je vous le fais en 5. Au lieu de commencer tout de suite, si je commence plus tard. Les gens disent, c'est pas mal votre histoire. Ensuite, au lieu de faire un pacte qui s'adresse aux gens qui ont un SMIC jusqu'à 2,5%, 2 fois et demi le SMIC, si je faisais jusqu'à 1, 2 le SMIC, etc., c'est bien parce que ça, c'est bien comme ça, voilà. Alors après, bien sûr, il y a des économistes qui disent, mais si vous faites 1,2 fois le SMIC ou 2, fois le SMIC, quelques fois le SMIC, vous n'avez pas l'industrie. Mais ça va être découvert la semaine prochaine. Et c'est à ce moment-là, Standard & Poor's dit, allô, Standard, est-ce que je pourrais avoir le standard de l'Élysée? Et on dit, vous savez, on est en train de regarder des choses. Et donc, on est en train de préparer, donc on a fabriqué des économies publiques qui sont arrivées après. Et donc, vous voyez à quel point c'est difficile de faire la politique, et à quel point il est plus intéressant de faire des mémoires. Bien entendu, avec l'autre façon, vous n'êtes jamais élu. Mais avec la façon dont vous êtes élu, vous avez des embêtements. La conséquence en est, c'est que The Hollande Way est possible, est probable, et se met en place, mais vous voyez bien qu'il va falloir absolument l'expliquer parce que c'est une organisation, si vous voulez, différente de ce qui aurait été, en quelque sorte, théoriquement possible. C'est mieux que le truc grec, qui est de la ciguë, qui est un produit qui avait été déjà donné à notre ami Socrate, et qui ne s'est pas relevé, comme tout le monde le sait. C'est mieux que les posologies qui ont été faites pour l'Espagne, qui est quelque chose de difficile. Et bien entendu, ça n'est pas du Monti, puisque le Monti, c'est quelque chose qui est plutôt en bas. C'est le sauveur suprême. J'ai Berlusconi, etc. J'appelle M. Monti. Il dit, M. Monti, vous n'êtes pas élu. Non, vous ne voulez pas vous présenter. Non, ça nous arrange. Faites-moi le boulot. Et donc, on a vraiment un problème aujourd'hui, si vous voulez, j'arrête là-dedans, sur The Hollande Way versus the Schröder Way. The Schröder Way, c'est « you are not elected ». Okay, et M. Schröder a sans doute sauvé l'Allemagne, mais pas le SPD, quoi. M. Hollande va sauver les deux, bien entendu. Mais c'est extrêmement important de voir comment nous fonctionnons et comment, si vous voulez, dans des situations très compliquées que nous vivons, la façon de gérer la posologie, austérité, si vous voulez, gestion de la dette publique, par la réduction des dépenses, pas par les impôts, par les gains de productivité, par le dialogue social, tout ceci est en quelque sorte notre sortie de crise à nous. Je crois que je suis un petit peu long et donc je résume mon propos. Nous sommes dans une situation extrêmement compliquée, extrêmement difficile. Une crise comme ça se reproduit tous les 60 ans, donc moi c'est ma dernière. Pour les jeunes candidats, vous ferez en fin de carrière un mémoire sur les deux comparés, hein, et je vous proposerai de regarder d'en haut ce que j'en pense, mais pour le moment, voilà. Comment on fait
quand on a fait trop de dettes, comment on fait quand on s'est laissé aller. Et vous voyez bien comment c'est compliqué, comment c'est difficile, et comment c'est encore très dangereux. Parce qu'on n'est pas sorti. On n'est pas sorti aux États-Unis, même si on n'est pas sorti dans les pays émergents, etc., étant entendu que tout le monde devra changer, et tout le monde devra accepter de changer. Ceux qui doivent être dans la pédagogie de l'acceptation du changement, c'est nous. Et en fait, le problème de The Holland Way, c'est que Hollande est entouré de Français. Et c'est extrêmement difficile d'expliquer ce processus-là, si vous voulez, de fabriquer un processus en quelque sorte coopératif pour partager ce fardeau, pour réduire sa taille et pour faire en sorte qu'il soit gérable dans la durée. Le hic, si vous voulez, c'est que The Holland Way est un système qui conduit à enfin, The Holland Way, c'est The French Way, si vous voulez, est un système qui conduit à 1,5% de croissance. The Schroeder Way était quelque chose qui pouvait faire 1,7% avec une récession. Donc voilà le choix que nous fîmes. Et simplement, il va falloir se dire que The Holland Way, continuant vers un sec et quelques, ne résoudra pas évidemment les problèmes de compétitivité, ne résoudra pas évidemment les problèmes de taille de l'État, ne résoudra pas évidemment les problèmes de retraite, et donc que nous sommes partis dans une phase d'ajustement qui sera assez compliquée, assez longue. Mais voilà l'histoire, c'est-à-dire la façon dont, d'une certaine manière, faire de l'économie, utiliser de l'économie à partir d'une base politique, étant entendu que les économistes ne sont pas au pouvoir et que les politiques font leur possible. Donc il faut souhaiter à M. Hollande de réussir avec nous. Merci à vous. Je ne sais pas si on m'avait dit qu'il y avait des questions-réponses. Je ne sais pas si vous avez ça. Voilà. Je réponds aux questions faciles. Hein. On devrait y arriver. Merci. Je suis très fanat des étudiants. Je trouve que c'est génial ce que vous avez fait avec les étudiants. Et donc, bravo, continuez. Envoyez-moi les stades et diffusez-les. Allez-y. Non, j'avais, par rapport au graphe que vous montrez, est-ce que vous appelez The Schroeder's Way, la question que je me pose, c'est la suivante. En fait, la courbe de la dette publique allemande n'est pas très éloignée de la courbe de la dette publique française. Et je me demande s'il n'y a pas aujourd'hui une espèce d'embellissement du modèle allemand, puisqu'en fait l'Allemagne a fait de l'Espagne, mais ils ont juste commencé plus tôt, puisque les coûts du travail en Allemagne ont été, par rapport au reste de la zone euro, très fortement contenus, voire en régression pendant des années, mais au prix de la réintégration de l'Allemagne. En permanence. Pardon ? En permanence. Non, ce qui se passe, si vous voulez, je peux répondre tout de suite, je ne sais pas comment... D'accord. Non, on va fonctionner en autogestion, faites attention. Ce qui se passe, si vous voulez, c'est que l'Allemagne a une stratégie industrielle. Bon. Et en 2000, l'Allemagne voyait qu'elle perdait des parts de marché. Schröder est intervenu avec les mesures Hartz 1, 2, 3, 4. Il est intervenu sur le marché du travail et sur le marché des biens. Et il y a, si vous lisez hier soir ou avant-hier le S&P, le Standard, je veux dire, le Standard, vous avez quelque chose sur le problème du marché des biens, le marché du travail. Et d'une certaine manière, ce qu'a fait Schröder, c'est de dire, nous devons faire quelque chose sur ces deux marchés, étant entendu que nous sommes dans une économie où nous ne pouvons plus dévaluer, ok ? Nous sommes donc dans une situation dans laquelle nous allons prendre des parts de marché aux autres, dans le système européen, et essayer de maintenir notre part de marché mondiale en montant en gamme. Par rapport aux autres, dans le marché européen, s'ils augmentent leur salaire, c'est bien fait pour eux, ok ? Et si nous avons, grâce à ça, de l'innovation, etc., nous maintenons au moins notre part de marché. Bien entendu, c'est hard is hard, 1, 2, 3, 4, etc., mais en même temps, et c'est ça qui est extrêmement important, c'est pour ça que je parle beaucoup de social, c'est-à-dire qu'il y a en Allemagne une façon de gérer ça. C'est-à-dire que
quand vous êtes une économie industrielle et quand vous êtes une économie très exportatrice, vous prenez des chocs énormes. Et quand il y a eu le choc de 2008-2009, ils ont pris un choc qui était le double du nôtre. Quand vous avez un choc de cette ampleur, la France peut avoir une explosion. Et l'Allemagne a géré ça en interne, avec ce qu'on appelle la flexibilité interne. La flexibilité interne, c'est de dire, monsieur ou madame, vous aviez X heures de travail, j'ai plus ça, mais je vous garde simplement moins. Ou mon voisin en face a du travail, vous allez en face, etc. Donc c'est la flexibilité interne. Donc ce qu'a fait le modèle Hartz-Schröder est un système dans lequel il s'est rendu compte assez en avance des problèmes de compétitivité et a réagi hard dans un mécanisme qui est à la fois industriel et territorial et assez coopératif. Le système, et il continue. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, l'Allemagne, il y a des braves gens qui disent qu'il faudrait que les augmentations de salaire aient lieu en Allemagne, etc. C'est pour endormir les enfants. Les Allemands se disent, nous sommes rentrés dans une deuxième phase de compétitivité et nous devons d'ores et déjà nous préparer au prochain choc. D'où viendra ce choc? Du ralentissement chinois. L'économie n'est pas faite pour les enfants, pour les endormir. C'est une économie, c'est dur. Et donc, ils disent, ou bien on travaille, etc., et on augmente les salaires pour soutenir le monde dans une grande, gigantesque relance à la consommation, etc., bon, tout comme ça. Ou alors, on aide et on continue. Et ils sont en train, d'ores et déjà, de fonctionner comme ça. Mais, vous voyez bien, c'est parce qu'ils ont une stratégie. Parce qu'ils ont ça, mais cette stratégie, elle est partagée, elle est explicitée. Et elle a un contenu économique et social, ce qu'on appelle la flexibilité interne, et elle a un contenu territorial. Et nous sommes dans un système, en France, qui est un système beaucoup plus divisé. Nous ne faisons pas en France la flexibilité interne, nous faisons la flexibilité externe, qui est de dire, monsieur, vous avez un CDI, c'est bien, vous avez un CDD, c'est embêtant. Ce qui fait qu'en France, vous avez à la fois des augmentations de salaire et des augmentations de chômage. Donc si vous avez un CDD, votre salaire augmente, moins qu'avant, mais, et si vous avez un chômage, eh bien vous avez un taux de chômage qui va augmenter. Donc on a un modèle dual, et pas un modèle intégré. Les Allemands ont fabriqué un modèle intégré. Ce n'est pas dit que ce modèle intégré est un modèle waterproof, c'est un modèle suave, etc., mais c'est un modèle résistant, assez résistant. Le nôtre est un modèle plus clivant. Et en permanence, dans le modèle allemand, vous devez dire « Ah, il y a des interrogations, il y a des questions, qu'est-ce qui se passe ?» Vous devez toujours être ahead of the curve. Autrement, vous êtes coincé. C'est donc un système exigeant. Exigeant. Alors, bien entendu, le petit problème qu'il y a, c'est qu'eux, ils sont, d'une certaine manière, pères de famille, une famille nombreuse, dans laquelle vous avez des gens qui ne suivent pas tout à fait ces règles-là. Et le problème, c'est, je suis père de famille, est-ce que je continue à être père de famille, ou est-ce que je dis à certains enfants de partir? Pour le moment, le choix est, je reste père de la famille, et sur très longue période, mon leadership sera maintenu. Vous voyez, donc, on est dans des pensées stratégiques, à mon avis, plus longues. La vision allemande est une vision plus longue que la vision française, et que la vision espagnole et autres. Je ne sais pas si j'ai tout à fait répondu à votre question sur ces problèmes de compétitivité. Le discours de compétitivité est un discours long, en particulier dans l'industrie. Oui, monsieur. Bonjour, monsieur. Je vous remercie pour votre discours très amusant. C'était effectivement l'objet, oui. J'ai une question très, très simple à vous poser. C'est est-ce que vous pensez que la taxe sur les transactions financières peut avoir une incidence positive sur la crise financière? Merci. Le jour où vous trouvez qu'une taxe a un effet sur les emballements, vous me prévenez. Deuxièmement, une taxe ne peut jamais être totale et elle va organiser automatiquement des loopholes, des trous, des machins, etc., dans lesquels les processus vont se mettre en place. Troisièmement, je suis favorable aux régulations. Et je suis favorable aux régulations simples.
Et si vous voulez, plus les gens sont sophistiqués, plus il faut leur mettre en face des règles simples. Et je ne crois pas à la taxation, je crois au rapport crédit sur PIB. Vous prenez des pays, vous leur dites, est-ce que votre crédit sur PIB va vers 5% ou pas? Quel est son rythme ou pas? Expliquez-moi ce qui se passe. Et à ce moment-là, vous allez retrouver des gens intelligents qui vont vous dire qu'ils sont en rattrapage, que c'est différent, qu'ils ont mis des provisions ex-ante, etc., etc. L'intelligence vient toujours pour expliquer les erreurs que vous faites. C'est à ça que ça sert. Et quand vous n'arrivez pas à faire des explications, vous avez de la taxe. On appelle ça en latin l'ultima ratio. C'est-à-dire, quand je n'ai pas d'explication, je taxe. En réalité, vous savez très bien que tous les processus que nous avons à faire doivent être des processus autant que possible market-friendly et autant que possible ex-ante. Et demandez-vous pourquoi l'Allemagne n'a pas eu d'augmentation de ses prix de l'immobilier. Demandez-vous. Et pourquoi, n'ayant pas eu d'augmentation des prix de l'immobilier, elle a pu justement avoir des salaires qui sont tenus, justement avoir de la compétitivité et justement se développer et réduire son taux de chômage en ayant absorbé l'Allemagne de l'Est. Donc les processus de taxation auront des effets pervers dans d'autres endroits et ensuite ils vont augmenter le prix du coût, le coût, etc. Nous sommes en train d'augmenter le coût du funding. Nous sommes en ralentissement économique. La France augmente le coût de son funding. L'Italie est un credit crunch. La France augmente son coût de son funding par la livret A, par etc., etc. Et un coût de son funding, vous augmentez le coût de funding avec une courbe des taux plate, welcome pour le résultat. Donc voilà l'histoire. C'est-à-dire que par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur les problèmes de... Genre, quelle est la stratégie que j'ai? Ma stratégie, c'est d'avoir une situation soutenable dans une population vieillissante à 1,7, 1,8% de croissance. Qu'est-ce que je fais et quel est le modèle vers lequel je me projette à 50 ans, 30 ans? Et qu'est-ce que je fais par rapport à ça? Et c'est avec ça, après, vous faites F-1 et vous retrouvez à peu près quelque chose qui serait... Mais si vous taxez, vous allez automatiquement avoir des gens qui taxeront moins. Alors bien entendu, un jour vous direz... L'Angleterre va avoir des problèmes majeurs, oui, bien sûr. D'ailleurs, elle les a déjà. Mais faisons très attention à ça. La taxe est une façon de ne pas résoudre le problème. Le problème natif. Last one? Ils sont morts? Ça sera malheureusement la dernière question. Non, il y en a encore une. Il y en a encore une, ça sera la dernière, si on va prendre la dernière. Et après, M. Betbès, je vous prendrai comme mon témoin de moralité, puisque c'est vous qui allez tirer au sort les gagnants de nos lots, puisque vous allez participer comme ça à l'essor du... Vous avez une définition nouvelle de la moralité. Vous demandez aux banquiers de témoin de moralité maintenant. Et également, vous allez participer au développement des États-Unis et de la Chine, puisque nous allons offrir un iPad mini. Voilà. Où est le monsieur qui posait une question, il me semblait, non? Il n'y a pas quelqu'un, non? Ah, c'est ça, oui, pardon. Merci. J'ai aussi une question sur une des courbes que vous avez projetées. On voit sur une des courbes que vous avez projetées, vous avez montré, c'est donc le taux de crédit à l'économie. Et en Allemagne, en fait, ce taux baisse depuis l'année 2000. Est-ce qu'il y a une explication? Il n'a pas baissé, hein. Il a moins monté, hein. J'espère que je ne me trompe pas. Privé, juste avant. Sur l'Allemagne a entièrement, vous voyez, il est en bas. Hein, l'Allemagne a entièrement géré la progression. L'Allemagne a des systèmes. L'Allemagne est quand même un pays monétariste. Hein, MV égale PT est un produit local. Et donc, a toujours fait extrêmement attention aux engagements, à l'engagement, aux conditions de crédit, etc. etc. Bon, c'est un peu pour ça qu'ils se sont sortis mieux d'affaires. Je crois que c'est un peu ça. Mais ils ont... Je n'ai pas dit que c'était parfait, hein, j'ai pas dit que c'était... Mais merveilleux. Mais fondamentalement,
les structures qu'ils ont de surveillance du crédit, on peut les trouver frustres par rapport, si vous voulez, aux standards américains et autres. Et je crois que les règles simples sont utiles parce qu'elles sont des règles visibles. Et donc je crois que dans la régulation de la politique monétaire, il y a toute une série de travaux là-dessus, je pense qu'il y a un primat aux règles simples, aux règles visibles, aux règles opposables. Et si vous rentrez dans des systèmes du style c'est dans le shadow, c'est ailleurs, etc., faisant extrêmement attention, et l'Allemagne, en réalité, fonctionnait. Ensuite, il y a un autre phénomène en Allemagne, c'est que, même si les entreprises allemandes sont endettées, je n'ai pas dit qu'elles n'étaient pas endettées, elles ont un taux de rentabilité élevé. Et donc, elles ont un taux de rentabilité élevé, et elles ont une durée de vie, ce qui fait que les projections que vous pouvez faire en termes de financement, de crédit, etc., sont plus stables que celles que l'on peut faire sur une entreprise allemande dure 10 ans de plus qu'une entreprise française, en moyenne. Et donc la façon dont vous allez fonctionner avec elle, outre sa taille, etc., les projections que vous allez faire sont un petit peu différentes. Donc je pense que la vision du crédit, la vision de la prise de risque n'est pas la même. Pour le moment, c'est ce qui se passe. Je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas des difficultés, des problèmes, mais je pense que le modèle allemand est un modèle qui a pris plus de risques dans la mesure où il est plus ouvert, où il est plus industriel et autres, est un modèle qui, d'une certaine manière, assume le risque, tandis que ce que nous avons fait, nous, avec ce qu'on appelait, ce qui ne tient pas du tout, hein, la croissance par la demande interne, qui est un truc qui, en théorie économique, ne tient pas, on voit bien à quel point ça ne tient pas, quoi. Parce que quand vous avez une demande interne, vous croyez avoir de la demande interne en même temps que vous avez un déficit extérieur et un déficit budgétaire, vous voyez bien que votre système ne tient pas. Les Allemands n'ont jamais fait ça. On peut considérer que c'est mercantiliste, si vous voulez, pas possible. On peut toujours considérer que c'est non coopératif. Mais en tout cas, ce qui s'est passé, c'est que dans le système des zones européennes et de la règle européenne, ils ont compris ce qui était possible et ce qui était impossible. Et qu'est-ce que c'est que le bon joueur? C'est celui qui repère les mauvais joueurs. Qu'est-ce que c'est qu'un mauvais joueur? C'est quelqu'un qui n'a pas compris les règles. Pas un tricheur, hein. C'est un mauvais joueur. Allez. Très bien.